Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un espace où le corps est au centre du changement et où le corps est l'endroit où on peut apprivoiser et gérer ses émotions. Dans les interviews, j'accueille des personnes qui travaillent avec le corps et je vais explorer avec eux leurs pratiques et aussi leur propre chemin, ce pourquoi ils pensent que le corps il est si important pour notre bien-être. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'accueille Camilla Gotta. Camilla est italienne, elle vient de la danse et du pilates et je l'ai invitée parce qu'elle est formatrice en rolfing. Le rolfing, c'est une éducation posturale, comme elle dit, via le toucher. C'est un travail sur les fascias autour de la gravité, de la verticalité et de l'orientation. Dans notre échange, Camilla va d'abord nous amener dans la définition du rolfing et elle va nous parler des fascias. Et ensuite, on va explorer le lien entre l'ancrage, la gravité et un mouvement vers le haut, une orientation avec la tête. Donc de façon très concrète, elle nous parle du corps dans l'espace. Et ensuite, on va aborder le lien entre notre posture et les émotions et le fait qu'il est important d'avoir conscience de comment on se tient, comment je me sens émotionnellement et de cultiver ou d'apprendre à avoir une flexibilité, un choix en fait, entre des moments où j'ai besoin d'être en recul, d'être peut-être un peu plus introverti, replié sur moi et d'autres endroits où j'ai besoin d'aller vers l'ouverture, vers l'alignement, vers plus de joie. Donc si vous vous intéressez au lien entre notre posture, notre corps et le rapport avec le monde qui nous entoure, eh bien, cette interview est pour vous. Et vers la fin, Camilla nous amène dans un bel exercice d'ancrage, mais surtout dans une exploration entre toucher le monde et être touché par le monde. De pouvoir ressentir notre place dans l'univers en quelque sorte. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Bon, il faut que je dise j'ai compris. On a compris l'enregistrement. Bienvenue pour cette interview. J'ai avec moi aujourd'hui Camilla Gotta, qui est italienne, qui vit en France et qui a un parcours hyper intéressant parce elle était danseuse classique et contemporaine il y a longtemps. Elle est formatrice en pilates où elle s'occupe plus particulièrement de l'analyse du mouvement depuis 20 ans, je crois. Et Ouais, maintenant, oui, je suis enseignante des pilates depuis 20 ans, formatrice un peu moins quand même. Et j'enseigne dans les écoles de formation des pilates l'anatomie et l'analyse du mouvement. ouais, super. Et en plus, tu es rolfeuse et tu es thérapeute en rolfing et mentor. Donc, tu accompagnes les personnes qui pratiquent en tant que thérapeute et ça déjà depuis 14 ans. Ouais. Ouais, bienvenue, Camille. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, voilà, j'ai découvert justement ta chaîne podcast qui est très, très chouette, donc liée à la question de la thérapie au sens large. C'est pour ça que c'est vrai que pour moi, au-delà de la danse, mais en quelque manière, ça reste, c'est l'idée de qu'est-ce qui accompagner les autres, peu importe en fait le mot qu'on met dessus par rapport à une thérapie ou à une particularité. C'est l'idée d'avoir plusieurs cases, plusieurs cartes, de pouvoir voir qu'est-ce qu'elle a besoin en fait de la personne et comment ça se joue dans la relation. Oui.
J'aime bien commencer ces échanges avec une question. Euh, Oui, alors, c'est mieux. la question qui m'est venue pour toi, c'est tout ce que tu fais aujourd'hui, en quoi ça t'a aidé dans ta vie personnelle? Ah, très bonne question. Très bonne question. En quoi ça m'a aidé? Alors, le Pilate, il est arrivé avant le rolfing, même si le rolfing, il est arrivé en formation à l'Université des Paris 8 en département de danse. Euh, mais juste comme ça, théoriquement, j'avais 20 ans, etc. Alors que le Pilate, j'avais vraiment commencé à aller travailler suite à une blessure à un genou, et donc je voulais continuer à danser. Donc ça, on pourrait dire que c'était vraiment plus technique, on va dire, et renforcement, etc. En quoi réellement le rolfing m'a aidé même dans ma vie personnelle c'est vraiment deux choses. Je pense que quand on commence à prendre soin des autres, on prend beaucoup plus soin de soi. Et on a cette histoire et je pense que c'est fondamental, continuer à prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et c'est cette idée de donner, de transmettre ce qui m'a plu, ce qui m'a touché, et en même temps la thérapie manuelle de rolfing autour des fascias, ça fait prendre conscience beaucoup plus fortement de ce qui en est profondément en termes d'interoception, et en même temps de comprendre qu'on est au milieu de l'univers, que nous ne sommes pas comme dans un concept très de la Renaissance où l'homme il est au centre de l'univers et l'univers il est autour, mais peut-être au contraire il y a l'univers et nous sommes un élément en fait de l'univers ensemble, et du coup des fois prendre du recul par rapport au ou au moins chercher de prendre du recul, pas forcément y réussir, par rapport aux petits désagréments qu'on a de la vie, parce que je pense que de toute façon, il y en a, et c'est pas tant la question de pas en avoir, parce que ça, c'est la beauté pour moi de la vie, c'est aussi du mouvement, de continuer à être un mouvement, mais comment je me fais pas emporter par qui peut être stress, problèmes familiaux Wow. ou problèmes de travail ou d'autres choses. Donc, je pense que Mhm. c'est vraiment ça, et peut-être être heureuse en quelque manière. Voilà. Donc, Ah, c'est voilà. trop bien. Donc, ça t'a apporté de continuer à être en mouvement, entre autres, et d'être Ouais, heureux. ouais, ouais. Maintenant, tu l'as nommé plusieurs fois. En effet, la raison pour laquelle j'étais invitée dans tout ce que tu es et dans tout ton parcours, ce qui m'a appelé, c'était le rolfing, parce que, comme je viens de t'expliquer juste avant l'enregistrement, là, c'est que moi, je suis formée en thérapie sensorimotrice, et cette thérapie a été développée dans les années 80 par une rolfeuse, par Pet Hodgkin. Mhm. Et, comme je t'ai dit, à chaque fois, je vois Pet bouger, être avec des clients. Et maintenant, elle a plus que 70 ans, je crois. Elle est tellement dans son corps que depuis que j'ai commencé en 2014 à me former, je me suis dit, j'ai envie de découvrir le rolfing parce que cette personne, elle est tellement en elle. Et du coup, le contact avec l'autre, il est tout naturel et elle peut être proche avec l'autre sans que l'autre se sente envahi. Enfin, il y a tellement de trucs que Ouais. j'avais absolument envie de découvrir le rolfing. Et du coup, je te laisse présenter, expliquer ce que c'est parce que j'imagine que beaucoup de personnes n'ont jamais entendu ce mot. Non, souvent, en plus en France, on est une toute petite communauté. On est 25 rolfeurs certifiés qui font partie de l'Association française de rolfing, dont je fais partie. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus développé. X raisons, on ne va pas les étaler ici. Le rolfing est une technique d'éducation posturale. Moi, je tiens à cette idée de éducation. C'était la personne qui a développé la méthode. Je n'aime pas dire inventer parce que qu'est-ce qu'on invente? Oui. Deux secondes, parce qu'il y avait une coupure. Donc, tu as Ah, dit pardon. le rolfing, c'est une éducation et après, on n'a plus Ah, une entendu. éducation posturale. C'est un travail d'éducation posturale, et à travers, en fait, on utilise
Le toucher par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on utilise le travail de fascia, sur les fascias, sur le tissu conjonctif, mais dans un but de travailler sur la posture. Et donc, qu'est-ce que l'idée de la posture? C'est cet alignement dynamique autour de son propre axe vertical. Et l'idée de penser la posture non pas comme quelque chose qui est physique, là où est ma tête, mes épaules, est-ce que je suis bien ouverte, le bassin bien allongé en termes de colonne, mais c'est aussi la posture face à soi-même. On parlait de tout à l'heure, qu'est-ce que c'est et face à l'autre. Donc à la relation. Donc c'est beaucoup plus ample en fait la question de la posture plutôt que de dire oui on va travailler l'alignement postural juste physique. Hein, mais c'est vraiment sur ce travail d'éducation posturale. C'est une méthode qui a été développée donc comme je disais par Ida Rolf dans les années 40. Ida Rolf elle était biochimiste et a été une des premières femmes à être diplômée à l'université du Columbia en 1926. Donc c'est une femme déjà. C'est très bien parce que souvent dans les techniques somatiques il y a beaucoup d'hommes et le rolfing c'est une technique qui vient d'une femme. Et elle a été vraiment le travail pionnière sur le travail des fascias, dont maintenant on en parle beaucoup, etc. Beaucoup de personnes qui sont assez connues maintenant au milieu comment dire, du champ des recherches des fascias, Robert Schleip ou Thomas Myers, par exemple, viennent du rolfing, viennent dans son institut, et ils ont étudié avec elle. La particularité du rolfing, donc, je disais, c'est ce travail postural, hein, en termes d'éducation posturale, euh, mais aussi l'idée, c'est de le mettre en fait par rapport au sens des gravités. C'est-à-dire qu'elle partait du principe posé qu'en fait, il part du concept des gravités. Qu'est-ce que la gravité? Et d'y dire que toutes les forces qui sont autour, la physique, ils changent. La température change, la lumière change, la pression change. La gravité, c'est cette chose constante qui est tout le temps là et qui va déterminer, en fait, nous sur Terre, hein, comment on va bouger, comment on va se relationner à les autres et cette grosse force sur laquelle on se confronte tout de suite le moment où on va naître quand on sort de notre mère. C'est pas un hasard qu'on bouge comme nous bougeons parce que nous sommes sur Terre dans la gravité. Quand nous sommes dans l'espace, justement, nous bougeons différemment. L'astronaute, il est obligé de sauter en l'absence de gravité. Hein. Vous voyez, quand il y a maintenant ces jeux-là où on enlève justement la pesanteur, comment le corps il va bouger autrement. Et notre propre forme, en fait, elle est déterminée de ça. Donc, elle est partie de cette idée de faire un alignement vraiment dynamique autour de l'axe vertical par rapport à la force de gravité. Aida Rolf, justement, elle disait les thérapeutes, c'est la gravité. Et je trouve très beau. Donc, c'est pas l'idée que c'était elle, le thérapeute, ou soi-même, mais quelque chose qui viendrait, quand je disais, on est un élément de l'univers, quelque chose qui est là, cette loi physique, euh, voilà, qui détermine en fait la manière de se lever, de tenir debout, voilà. Wow. J'avais écrit par rapport à ça une citation en fait qui n'est pas du tout un rolfeur, mais c'est Ushio Magatsu. Je ne sais pas si tu connais. Ushio Magatsu, c'est un danseur japonais du Buto très connu et qui a écrit un petit bijou, un tout petit livre, mais tout fin, qui s'appelle Dialogue avec la gravité. Et donc il disait s'élever, tenir debout, bouger. Aucun mouvement n'est fait sans impliquer la gravité, sans engager un échange avec elle. Et voilà, je me suis dit là, quand je préparais un petit peu j'aime beaucoup prendre des fois des citations comme ça. Et puis, c'est une question de la gravité aussi, cette force gravitationnelle, c'est quelque chose qui a intéressé plusieurs personnes. Je pense à Kleist, le philosophe sur le théâtre des marionnettes, de se dire qu'il y a quelque chose qui fait partie de nous. Parce que c'est cette force constante auquel nous sommes confrontés. Donc, elle est partie vraiment de là. Et comment travailler sur ça? Elle a fait à travers le mouvement et en travaillant le tissu conjonctif au niveau des fascias. Ok, super. Euh,
Juste avant de continuer, 2 mots sur ce que c'est les fascias. D'accord. Justement, tu m'attendais. On va les faire juste 2 mots parce que sinon, c'est très long, etc. Les fascias, Aïdara, elle disait, les fascias sont l'organe de la forme. De manière très simple, c'est tout ce qui enveloppe les muscles, les organes, les tendons, les nerfs. Donc, c'est le tissu conjonctif. C'est un tissu plastique, ductile, contractile, élastique, avec une capacité de réponse. C'est-à-dire que si enveloppe le muscle ou les fibres musculaires, ne va pas avoir la même fonction que quand il enveloppe un nerf. Donc, même à l'intérieur, sa composition, elle va changer. La majorité du fascia, il est composé de collagène, ce qui rend justement ce tissu capable d'avoir une capacité de réponse par rapport aux contraintes extérieures. Il sert du coup de enveloppe. Donc fascia en fait vient du latin qui veut dire envelopper, bandage autour. Il sert d'enveloppe pour structurer la forme, de soutien, d'amortisseur. Il donne des infos perceptives parce qu'il nous recouvre de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Et il est traversé par les nerfs. Donc les nerfs, en fait, notamment le fascia superficiel, parce qu'après, il y a différents types de fascia. On va pas, sauf si tu veux qu'on aille un peu plus spécifiquement sur ça. Il est blindé en fait vraiment des terminaisons nerveuses, donc il a une résonance directe avec le système nerveux. Et du coup, par rapport au rolfing, c'est pour ça qu'on parlait de tout à l'heure de cette histoire d'éducation posturale, c'est-à-dire que c'est pas seulement j'enlève la tension, il y a une tension, ou je remets le corps là où il devrait être dans une idée de forme, mais comment la personne le perçoit, c'est-à-dire que et là je vais parler avec le système nerveux, c'est-à-dire que c'est pas tant l'idée de parler à la forme du corps, mais vraiment à la personne et au système nerveux de la personne à travers cette pouvoir, si tu veux, du fascia à transmettre les informations. Ok. Et alors, ce que moi j'avais appris justement, que ces fascias s'imprègnent aussi alors je vais faire un raccourci très, très, très raccourci, de nos croyances. En tout cas, selon la façon dont on a été éduqué, dont on vit notre vie, dont on bouge dans notre vie, les fascias peuvent se rétrécir, peuvent scléroser, on peut aussi les élargir. Et vous, les rolfeurs, vous arrivez à lire dans la posture de la personne. Ouais. Elle traverse le monde, sa vie, comment elle appréhende. Moi, les- l'appréhende dans le mouvement et dans le toucher, c'est-à-dire que il y a différentes manières de toucher. On peut toucher avec les yeux, on peut toucher avec les mains en fait. Donc au départ, on regarde la personne qui vient en séance marcher, on la touche du coup avec les yeux et avec notre propre fonction tonique et comment ça nous résonne en nous. Et ensuite, ça va être plus les mains, les objets des mains ou des coudes des avant-bras, et de voir justement comment en fait la gravité a cette particularité. C'est vraiment ça. Euh, c'est pour ça que je reviens à cette histoire des gravités parce que la gravité, elle commande tout. Donc ça veut dire qu'elle va de la coordination au mouvement à la structure, à l'attitude culturelle. Et donc, comme tu disais, les belief systems, les systèmes des croyances, comment on a été éduqué. Euh, Parce que on sait maintenant avec toutes les recherches transgénérationnelles, les recherches cellulaires, c'est des choses qui se transmettent aussi de génération en génération. Et du coup, la perception des mois de l'autre. Là, j'arrête pas de bouger mes mains. C'est même si ça fait 25 ans que je suis dans le nord de l'Europe, ça reste. Comment dire? Et pourtant, j'habite depuis 25 ans dans un autre, comment dire, dans un autre contexte historique, mais il est là, cette façon de bouger, il est resté en moi parce que ancestralement aussi, de savoir d'où je viens en fait. Par Euh, la culture italienne ouais, ouais, du génétique, de ouais. l'épigénétique.
en Italie. Oh là là. Exactement. De ça, et ça veut dire que les fascias, ils ont cette capacité, en étant liés au système nerveux à travers les nerfs, qu'est-ce qui après est réellement inné et du relié au corps ou plus au système nerveux, mais pour moi les deux ils font un, c'est-à-dire que c'est pas, j'arrive pas à séparer ça et ça, c'est tout un ensemble. Du coup, les fascias ils ont cette capacité de changer. Ils changent même aussi par rapport, par exemple, à la nourriture. C'est-à-dire que si on est quelqu'un on va dire, qui mange de la protéine animale, le collagène, il va être beaucoup plus stimulé, en fait, beaucoup plus produit que si on est complètement vegan. Donc, mais ancestralement aussi, ouais. Donc aussi, la composition elle-même, elle change selon nos croyances ou selon le contexte dans lequel on habite. Hein. Alors, ça veut dire que si je m'alimente de façon végane, mes fascias vont être beaucoup plus sclérosés? Non, c'est pas une histoire de sclérosé ou pas, parce que le mouvement va créer aussi du collagène. Ah oui, ok. D'accord. Le Aussi mouvement simple. crée les fibroblastes qui créent le collagène, etc. Donc, c'est pas seulement l'alimentation, mais je vais faire l'alimentation, j'ai dit comme un exemple, mais ça veut dire de donner il y a jamais une motivation. C'est toujours la chose de un plus un plus un plus un plus un. Donc, effectivement, ils peuvent être plus laxes, plus étirés, mais c'est aussi ma manière de bouger. Hein. Si je suis un très bon carnivore, mais je suis tout le temps comme ça, mais je passe ma journée au boulot devant un ordinateur comme ça, bah, mon fascia thérocolombaire qui est derrière mon dos, il va pas être très content. Donc lui, il va faire hic comme ça. Hein. Donc c'est pas parce que je suis végane que moi, fascia active, c'est surtout pas que je dis pas ça, mais c'est-à-dire que tout ça a une influence. Et comme on dit, c'est disait en épigénétique, c'est-à-dire que dans le passé, on sait euh, que l'influence de comment aussi nos ancêtres ils ont mangé, on peut digérer mieux certains aliments que d'autres, en sachant qu'en plus l'alimentation elle change. Mais tout ça pour dire que le fascia il est vraiment en relation à la gravité et au système nerveux, et du coup à toute l'attitude aussi culturelle, les systèmes des croyances, la perception de moi et de l'autre, et qui est tout ensemble. Mais la gravité ne change pas, mais elle englobe tout ça. Ok. Et la gravité, alors j'entends deux mots qui semblent vraiment très importants dans ce travail, c'est gravité et mouvement. La gravité, comment vous utilisez la gravité pour rééduquer dans la posture? C'est en différentes manières. Alors déjà, je pense qu'il faut partir du présupposé qu'on ne lutte pas contre la gravité, mais on travaille avec. Souvent, on dit oui, tiens-toi droit, ouvre les épaules. Et dès là, c'est déjà une forme de lutte, en fait, plutôt de résister, c'est tenir déjà droit, à la place de se dire, bah, c'est le sol qui me tient droit, c'est l'espace qui me tient droit, c'est la gravité qui me tient droit. Je suis celui que je suis, un être humain, je suis faite pour, jusqu'à pour le moment, être bipède. Après, vu comment le monde dans lequel on bouge, on est de plus en plus assis, en train de nous changer particulièrement. Donc, les pathologies, on voit aussi qu'ils changent par rapport à la sédentarité des gens. Mais jusqu'aux preuves contraires, on est faite pour être sur nos deux pieds. Je suis un exemple des plantes, parce que m'est venu en regardant la plante derrière toi. Il y a eu des tests sur les plantes, de comment elles poussent hors gravité. Or, on se disait toujours, les racines, ils vont vers le bas et la plante, elle va vers la lumière. En fait, on s'est rendu compte que c'est plus, comment dire, plus compliqué que ça. Et en fait, ils vont dans le sens de la gravité, hein, de la sens de gravity and levity, on dirait en anglais, dans le sens opposé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va en bas. Et en étant un être vivant, je vais dans l'autre sens. Donc, les deux directions opposées. Hein. Et donc, ces plantes qu'ils ont poussées, donc, on va dire, dans la gravité sur Terre, les plantes, ils naissent avec les racines qui vont vers le bas. Or, ils ont fait pousser des plantes dans l'espace et les racines, ils poussent dans tous les sens. Il n'y a pas d'ordre.
Donc, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ce sens de verticalité, il fait partie, en fait, de nous. Et donc, nous, en Rolfing, juste l'idée, c'est de réveiller ce sens à travers l'éducation, à travers l'interoception, donc les prises de conscience de ces sensations, l'exteroception, les sensations qui nous viennent de l'extérieur, comment utiliser ses pieds en relation avec la tête. Hein. C'est pas parce qu'on est bipède qu'on doit toujours penser à l'ancrage. Peut-être on peut penser à l'orientation du regard, de comment je m'oriente par rapport à la tête, comment mes otolithes, le système vestibulaire, donc le système d'équilibre, c'est un dialogue continuel entre le haut et le bas. Et à chaque fois, c'est que ça. Et donc, nous, on réveille à travers le toucher, à travers des exercices, à travers des mouvements, euh, euh, vraiment ce principe. Et c'est pour ça, c'est pas un hasard qu'on commence les séances en montrant la personne debout et en la faisant marcher. Hein. Parce que la marche fait partie, comment dire, c'est notre être suprême de mouvement, Hmm. duquel on peut partir et on peut tout faire. Oui. C'est intéressant cette notion de gravité parce qu'en effet, ce que on ressent, je crois, tous dans notre société souvent, c'est que quand on est fatigué, la gravité, elle nous pousse vers le sol ou elle nous tire vers le sol. Et on peut avoir l'impression que la gravité, c'est cette direction vers le bas. Et en fait, ce que j'ai probablement surtout appris en rolfing, c'est au plus je m'ancre avec les pieds et que je suis vraiment enracinée et bien posée, au plus il y a quelque chose qui se redresse vers le haut dans la colonne et quelque chose qui s'ouvre. C'est Ouais. rigolo parce que gravité, on l'imagine vers le bas et en même temps, Oui, c'est... mais parce qu'il y a le mot aussi qu'on l'a changé dans ce sens-là, en fait. Et du coup, vraiment comprendre que plus effectivement je laisse fluire, et c'est pour ça que je dis je ne lutte pas avec la gravité, je travaille avec la gravité. Donc la Et, gravité, si je travaille avec, elle me permet de rebondir et d'aller vers le haut et vers l'ouverture, c'est ça? et du coup, de donner ces deux directions. Hein. Donc, euh, l'idée, c'est aussi penser que du coup, oui, il y a l'ancrage des pieds, mais il y a l'ancrage aussi de la tête. C'est-à-dire que la tête, c'est l'orientation, hein, mais c'est un appui aussi, l'orientation duquel je peux partir pour me tenir debout. Je peux m'ancrer avec la tête et avec le regard. Ouais, tout à fait. Voilà. Et c'est ce dialogue continu entre le haut et le bas, à travers les capteurs de pression qui sont dans les pieds, les capteurs, les barorécepteurs qui sont dans les pieds, à travers la peau, hein, la sensibilité de la peau, donc du coup l'apticité, la capacité d'aller toucher, de comment je m'oriente par rapport à ça. En effet, pour être debout, le bébé, on a mis ça sur le site internet de l'Association française de rolfing. Il y a une très jolie vidéo, je te l'enverrai où tu pourrais y aller la voir, D'accord. de Ralph, un petit enfant de 3 ans qui, de la situation assise, il s'est mis debout. De toute façon, on s'est mis debout. Voilà. Donc, et comment il le fait? Il le fait, oui, en prenant appui du bas et en orientant la tête. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus comment dire, une hiérarchie en disant ça, c'est plus important que ça. Mais en fait, les deux, ils travaillent en même temps. Mhm. Et l'orientation et l'ancrage sont les deux pôles par lesquels on s'est construit. Et l'idée, c'est prendre conscience d'être plus dans un sens ou plus dans l'autre. On a tous nos habitudes de mouvement culturel, comme tu disais, naissance, une, comment dire, une prédisposition aux ressources. Moi, je dis maison. Il y a des personnes qui s'orientent très bien par rapport aux pieds, mais il y a moins, du coup, l'orientation à l'espace, et d'autres qui sont plus dans l'espace. Il y a moins d'ancrage au sol. Donc, nous, notre travail en rolfing, c'est moduler euh, ce dialogue, en fait, entre le support et l'orientation. Est-ce que ça a répondu à ta question? Ouais, je me rappelle plus de la question, mais c'était très intéressant. Le dialogue, Comment vous faites à travailler sur ça? Tu disais, tu avais demandé. ah oui, c'est ça, il faut le dialogue entre l'enracinement et l'orientation Ouais. et ça va ensemble.
Ok. Le deuxième mot que je trouvais qui revenait souvent dans ce que tu disais, c'est le mouvement. Oui. Ça a l'air important. Alors, pour moi particulièrement, parce que je viens du mouvement, dans le sens qu'effectivement, Ah j'étais oui. danseuse avant et j'ai continué à bouger, même si je danse plus en termes professionnels. Euh, on est des êtres de mouvement. Le moment où il n'y a plus de mouvement, c'est qu'il n'y a plus de vie. Euh, donc, ce qui ne veut pas dire que le mouvement il doit être tout le temps rapide, ce qui ne veut pas dire que, mais nous sommes des êtres en mouvement et donc l'idée que même quand on est en statique, à l'intérieur de notre corps, il y a plein de choses qui sont en train de bouger, le système digestif, le système respiratoire. Donc, il y a du mouvement partout, en fait. Euh, donc, l'idée, c'est de prendre conscience de cette chose-là, éduquer comment je peux j'aime pas le mot, donc j'essaye de trouver. Des fois, il y a des mots faciles qui viennent, mais qui ne sont pas justes. Non, ça m'est venu m'améliorer, mais c'est pas bon. Parce que qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pire, non? Mais comment je peux rendre plus organique et plus en relation avec moi-même et avec peut-être même mon état émotionnel en ce moment, la manière de bouger. Ayla Rolf, je pense que c'est dans les premiers chapitres de son livre Rolfing, il utilise un strips de bande dessinée, donc une ligne d'une bande dessinée de Linus Charlie Brown. Je sais pas, tu vois qui c'est, non? Et donc, il y a Charlie Brown qui discute, je ne sais plus si c'est avec Lucie ou pas, peu importe, une petite fille. Et lui, il arrive complètement comme ça, il est complètement abachi, etc. Et il dit, ceci, c'est ma posture de dépressif. Et elle le regarde et dit, mais pourquoi? Oui, Si, c'est ma posture de dépressif. dépressif. Ok. Oui, voilà. Ça, c'est ma posture des dépressifs. Parce qu'il n'y a rien que pire. Quand tu es en dépression, tu es en état, dans posture dépressive, de se tenir droit, ouvert, respirer, etc. Si tu veux vivre à fond ton état dépressif, il faut que tu te tiens comme ça. Et donc, de trouver, en fait, pour elle, cette idée de trouver un dialogue même avec soi-même. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? Si j'ai des moments où j'ai besoin d'être là, parce que ça me fait sentir protégée du monde. Il n'y a rien de mal. Tant que j'ai identifié que par l'alignement de la colonne vertébrale pour mon diaphragme, c'est pas terrible, terrible, parce qu'il est comprimé, mon plancher pelvien aussi. C'est pas grave, mais pour le moment, je sais que j'en sais rien. Je fais des exemples un peu bateaux, hein. Ça me fait protéger du monde. Le moment où je me mets ici voilà, mon diaphragme, ah, il est content, je respire mieux, mais peut-être, le monde, il est un peu plus... C'est pas grave, l'idée, c'est comment je peux, justement, et du coup, rester en mouvement. Qu'est-ce que j'ai besoin à ces moments-là? Hein. Et non pas se figer dans une forme ou dans une tenue, donc l'idée de tenir, alors qu'on doit se déplacer. Hein. Euh, donc Et l'idée de comment aussi, hein, c'est très joli parce que du coup, ça m'autorise aussi d'osciller. J'ai l'impression que tu es en train de dire, à partir du moment où j'ai conscience et que c'est un choix, je peux aller dans ma posture dépressive parce que je me sens plus protégée, en sachant que je peux aussi par moment m'autoriser à en sortir, à respirer plus, à peut-être me sentir plus en danger, entre guillemets, et plus vulnérable, mais que ce soit toujours en mouvement justement et pas quelque chose de figé et de statique. et du coup, comprendre qu'il y a toujours un bénéfice secondaire. C'est-à-dire que même à rester comme ça, si par exemple j'ai mal au ventre, pourquoi pas? C'est une situation, une posture antalgique, ça me fait sentir moins mal parce que ça tire moins, il y a moins de compression, moins de travail abdominal, etc. Donc, il y a toujours un bénéfice secondaire tant que je l'identifie et tant que je suis conscient de ce que je fais. Et des pas identifiés, après, ben voilà, là, c'est être droit pour moi. Bah, là, il y a un problème. Et donc, il y a toujours cette histoire de trouver une relation et non pas une dichotomie entre ma manière de bouger et qu'est-ce que j'ai besoin à ce moment-là euh, pour après dans la vie commune. Je fais un exemple pareil, bateau. J'ai
un footballeur ou un danseur sur scène, ils ont besoin d'une certaine tonicité musculaire quand ils sont en train ou d'être sur scène ou de jouer un match de foot. Mais quand ils sont après à la maison avec leur famille ou avec leurs amis, est-ce qu'ils ont besoin d'être tout le temps comme ça? Ou ils peuvent peut-être à un moment c'est rendre dans une autre disponibilité. Donc la question, c'est toujours ça. Donc, cette éducation posturale, elle peut me permettre, au fur et à mesure, premièrement, de prendre de plus en plus conscience de comment je vis dans mon corps et de me donner aussi de plus en plus d'espace, de possibilités, de mouvement, d'aller plus vers l'autre, de me retirer plus, de Exactement. manger plus, de me cacher plus, de bouger dans des façons différentes dans le monde, dans ma vie. Oui, c'est tout à fait ça. C'est donner plus de possibilités, donc donner plus d'espace, de quelque manière. Hein. Comme un jeu des cartes, alors plus de cartes jeu possible. Et du coup, quand les personnes elles viennent, c'est pas l'idée de dire ah vous êtes mauvais, hein, c'est vous êtes pas entre guillemets vous êtes pas bon, votre posture elle est pas bonne parce que c'est combien de gens ils arrivent et disent ah mais moi je sais pas respirer et moi je dis bah déjà vous respirez vous êtes là. Donc, en quelque manière, la stratégie que vous avez eue jusqu'à maintenant a eu du succès. Donc, il ne faut pas l'abandonner. Juste, on peut en construire une autre et découvrir des nouvelles choses. Et du coup aussi, c'est déculpabiliser, à lever cette, et surtout, je parle par rapport au monde actuel et je pense encore plus au post-Covid de perfection, de perfectionnement de soi-même, de se laisser cette liberté en fait de vivre, d'être en mouvement et pas de se dire je sais pas faire ça ou je suis pas capable de faire ça. Aïda Rolf, par rapport à la respiration, elle disait on n'apprend pas à respirer, on le libère. Je trouve très belle cette histoire. Donc, c'est pas l'idée d'une bonne respiration, une respiration yogi, qui ont une respiration ventrale, qui on va faire en méditation, a un sens parce qu'on est en train de faire cette action-là. Si je suis en train de méditer, je vais pas avoir la même respiration. Je fais un exemple très parisien. Si je suis en retard et je dois courir derrière le métro parce que je suis en retard pour aller au travail, donc je n'ai pas du tout besoin de la même respiration, sinon j'ai raté le métro. La tonicité aussi musculaire et le tonus postural de fond, hein, la fonction tonique change. Hein. Si je prends dans les bras ma fille, c'est pas la même du tout la même chose. Si je suis en train d'enseigner en termes de tonus social aussi. Donc, et donc, c'est avoir cette capacité de pouvoir s'émouvoir. J'aime beaucoup le mot, pour le coup, le mot en français de s'émouvoir. Je pense que la chance de quand on parle plusieurs langues, c'est chouette parce que de pouvoir attraper par-ci, par-là l'essence et donc de s'émouvoir dans le mouvement et dans l'émotion en même temps, en fait. Ah, c'est trop beau. Hmm. Tu parlais de l'aspect émotionnel. Qu'est-ce que c'est pour toi ma sécurité intérieure? Ah, bah, très bonne question. Je sais pas. Je suis encore en recherche. C'est encore en Mais recherche. bon, peut-être pour moi, ma sécurité intérieure, c'est être toujours en recherche. Peut-être je suis en train de comprendre ça à l'instant. Qu'est-ce que pourrait être en sécurité intérieure? Bah, euh, est-ce qu'il y en a déjà une, mais peut-être ce moment de neutre, ces moments où tout est possible en fait. Euh, et même s'il y a une peur, la capacité de se dire, OK, peut-être je peux l'affronter, mais non pas dans un sens de bataille, mais OK, elle est avec moi. Peut-être ce serait cet instant-là. Peut-être ce serait être en mouvement. Je sais pas. C'est une très bonne question, mais je pense là, le moment, ce serait où je peux respirer et ce moment neutre où tout est possible. Ça, c'est trop joli. Oui, et du coup, ça rejoint à ce que tu disais, c'est avoir ces différentes possibilités. Ouais, Ce qui ouais. résonne avec moi aussi, c'est dans ton travail, j'ai l'impression, bon, c'est un travail corporel, mais tu vas pas forcer le corps. Tu vas avec ce que Ah tu non, ressens. non. Ouais,
C'est vraiment un accompagnement. L'idée, là pour le coup, je cite Pedro Padro, qui a été un de mes formateurs avec auquel voilà, j'aime beaucoup. C'était vraiment quelqu'un de très important. C'est quelqu'un de très important pour moi. C'est un formateur en rolfing, mais il est formateur aussi en somatic experience. Euh, euh, psychologue, il est brésilien et lui, il parle justement en rolfing, il met beaucoup le travail sur la relation, il met beaucoup d'importance sur le travail de la relation. Et l'idée qu'en fait, on serait trois dans le sens il y a le rolfeur, le patient, la personne, le praticien qui va être la personne qui va recevoir les séances de rolfing et il y a la relation qui est la troisième personne. Je pense que c'est en toute thérapie et l'idée du coup de créer cette empathie, ce dialogue tonique où chacun est responsable de soi. Donc je vais pas être fusionnel avec l'autre, je vais pas me détacher, hein, comme si je faisais voilà. Mais on peut dialoguer, mais tout en ayant son espace sécure, chacun pour soi. Trop beau. Et aussi cette notion de résonance, tu en parlais tout à l'heure. Ouais, Chacun tout est à dans son fait. espace sécure et capable du coup de raisonner avec l'autre. Hmm. Exactement. Trop beau, merci. Est-ce que tu Merci. as envie de partager une expérience? Juste une petite, vu qu'on parlait d'interoception, extéroception, et donc on a parlé très peu, un petit peu on a nommé juste la pticité, cette capacité de toucher en mouvement, etc. Euh, Juste une petite pratique comme ça, vraiment très bref, sur la capacité d'orientation et de support dont on parlait. Je vais tourner la caméra et prendre la chaise pour pouvoir le faire. Très bien. Là, ça me semble pas mal. Oui. Ouais, ouais. Ok, on va. Je t'invite ou je vous invite à vous asseoir sur la chaise et juste de commencer à sentir d'être assise légèrement en avant de ses fessiers. Fermer les yeux, ouvrir les yeux, ça c'est choix personnel. Comment est-ce que j'ai besoin de fermer les yeux pour être un peu plus en relation, en interoception avec moi-même ou je peux garder les yeux ouverts? Ça c'est comment on peut faire. Et déjà de commencer à sentir le contact de ses pieds avec le sol. Un peu comme si la peau des pieds pourrait devenir les petites ventouses d'une étoile de mer. Et du coup, de commencer à sentir comment le pied se pose sur le sol, comment ces petites ventouses d'étoiles de mer de vos pieds peuvent deviner la surface sur laquelle ils se posent. Est-ce que c'est du bois, du lino, carrelage? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Et je laisse résonner cette sensation de la peau qui touche le sol en moi et qu'est-ce que ça me résonne dans le reste du corps. Et si ça résonne. Il permet de commencer à sentir, au contraire, maintenant comment le sol soutient vos pieds. Les pieds touchent le sol, mais le sol aussi touche les pieds. Est-ce que ça change ma manière de m'asseoir et d'être avec l'espace? Comment mes pieds touchent le sol et comment le sol touche mes pieds. Et puis on va monter un petit peu au niveau des
appuis du bassin, donc des appuis des ischions, des appuis de la colonne. Ischions, les deux os des fesses sur lesquels on s'assoit, les sitting bones, le coup en anglais. Et du coup, pareil, de voir comment mon bassin, mes ischions, touchent la chaise sur laquelle je suis assise. Comment mon bassin se pose sur la chaise. Comment ensuite la chaise touche mon bassin. Comment la chaise porte mon bassin. On va monter encore un petit peu plus en haut et on va penser à la tête, la cage, les épaules et les bras. Comment ma tête, ma cage, mes bras, mon ventre, mon thorax, l'arrière de mon dos, touche l'espace. Devant, derrière, droite et gauche. Puis, comment l'espace touche tête, cage, thorax, les bras, l'arrière de mon dos. Comment je touche l'espace, comment je suis touchée par l'espace. Ça, quand je reste dans cette idée de toucher, d'être touché, au sol, par l'espace. Penser que je suis posée et en même temps je suis portée par le sol. Quand le sol me soutient, quand je suis soutenue par le sol, j'observe ma respiration sans rien changer, juste là, à l'instant présent, aujourd'hui, lors dans laquelle je fais cette pratique. Juste que je goûte. C'est comme si j'ai goûté un aliment nouveau, une glace. Quel goût est là, cette glace? Une fois que je l'identifie, est-ce que je peux mettre un mot dessus pour moi, en intérieur, qui décrirait l'expérience? On vient juste de faire cette minute. Je commence à respirer, bouger un petit peu. Voilà. Ça va? Je me rapproche comme ça. Je ne vais pas bouger tout. C'est très beau. Moi, Ça personnellement, va? j'ai eu plein de prises de conscience entre ce que tu disais au début, la, la relation entre micro-macrocosmos moi, je touche ce qui est autour de moi et ce qui est autour de moi me touche l'univers, comment moi je suis dans l'univers. C'était très beau. Merci beaucoup, Camille. Bon, merci. Merci à toi de cette invitation. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter pour que ça fasse rond pour toi? Ou est-ce que c'est bien comme ça?
Je pense que c'est bien comme ça. Je suis quelqu'un qui est capable de partir à droite et à gauche. Quand j'enseigne en formation, je sais qu'il faut que je me garde ma trace parce que justement, j'aime le mouvement. Parce que je disais, qu'est-ce que ça pourrait être au point neutre? Peut-être que pour moi, c'est être en mouvement. Non, je pense qu'on a un peu tout dit. Là, on a pratiqué un petit peu la pticité. Qui est quelque chose sur laquelle nous on travaille beaucoup, sur cette idée de toucher, d'être touché, cette relation que tu disais. Mais je pense comme tout thérapeute, c'est-à-dire que le moment où tu entames thérapie avec quelqu'un, de tes patients, tu as cette idée aussi d'être touché et c'est pas pour ça que justement chacun il garde son individualité en fait, son autonomie. Sur ça, je pourrais citer Montessori, grande pédagogue du siècle dernier, parce que du coup, qu'elle disait aide-moi à faire tout seul. Et nous, en fait, c'est vraiment ça. C'est ce que le travail en rolfing, c'est l'idée de, ben voilà, aide-moi à faire tout seul. Trop bien. Merci. J'ai une dernière question, une et demie. Si toi, Camilla, c'est Oui, comme ça que tu dis? pas mal. Non, mais t'inquiète pas, de toute façon, c'est ce que je disais, j'ai perdu mon prénom il y a très longtemps en déménageant. Le double L pour les Français, c'est assez compliqué. Disons Camilla, à l'italienne, Parfait. à l'italienne allemande. Si toi, en tout cas, l'adulte que tu es aujourd'hui, si tu Mhm. regardes toute ta vie, depuis toute petite, tous les moments de grande joie, d'excitation, de surprise, tous les moments difficiles, des moments où tu as dû surmonter des choses, des moments d'apprentissage, si tu regardes toute cette vie que tu as traversée jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui serait trois apprentissages, trois choses, trois sagesses que tu aurais envie de partager? Ah. Très bonne question. Très bonne question. Je sais pas, j'avais pas tant des. J'avais une image pendant que tu as raconté qui est venue, qui est la mer. Donc, je dirais d'accepter en fait. On a comme quand on va à la mer et on accepte bah, le jour où elle est. Faut peut-être accepter, accueillir, ce serait ça. Je n'ai pas trois, mais je dirais de cette idée d'accueillir, ça veut dire que si aujourd'hui la mer elle est agitée, bah elle est agitée. Si aujourd'hui la mer elle est plutôt comme un lac un peu triste, mélancolique, bah elle est un peu triste comme un lac mélancolique. Euh, J'aime bien hein, les lacs, mais si au contraire c'est quelque chose de fluide, de beau avec les soleils, elle est froide, elle est chaude. Euh, du coup, oui, accueillir, je dirais, euh, plus que l'acceptation, c'est vraiment l'accueillir. J'accueille ce qui vient voilà, peut-être accueillir et puis ouais, j'arrive pas à trouver d'autres mots. La Magnifique. mer et accueillir. Merci Camilla. Merci à toi. Quelqu'un se dit, oh, ça m'a trop plu. Camilla, j'aimerais bien la rencontrer. Où est-ce qu'on te trouve? Alors, moi, sur Paris et à Milan, parce que je travaille dans les deux villes, Paris principalement, et puis je suis tous les 3 semaines plus ou moins à Milan, tous les 15 jours. Sinon, sur le site de l'Association française de Rolfing, qui est rolfing.fr, le plus facile que ça, on peut pas trouver. Et puis, voilà. Il y a tout l'annuaire fait région par région, en fait, organisé région par région de tous les 24 praticiens dont nous sommes. Il y a dans certaines villes, on manque. Euh, voilà, mais on est assez, voilà, on est un peu partout et puis Je mettrai rolfing.fr. je mettrai le lien dans les champs notes. Merci beaucoup, Camilla, pour Merci beaucoup. c'était Enchantée. C'était très, très chouette en plus mettre un visage sur un podcast de voix. Des fois, c'est pas la même chose et merci. ça prend du sens des fois. Merci.
Merci à toi. Bienvenue après cet échange. J'espère qu'il vous a inspiré, j'espère que Camilla vous a inspiré pour aller explorer votre posture, la façon dont vous touchez le monde et la façon dont vous êtes touché par le monde. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à des personnes qui pourraient être intéressées, qui auraient besoin de l'entendre. Vous pouvez me laisser un commentaire ou des étoiles ou un pouce vers le haut si vous regardez sur YouTube. Si mon travail vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la lettre d'Olivia, une newsletter qui sort une fois par mois. Et maintenant, je vous souhaite d'aller bien. Je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup de stabilité, beaucoup de flexibilité dans tout ce qui se passe en ce moment dans ce monde. Et je vous souhaite une belle journée et une belle soirée. À bientôt.
Bye.